Anthropocène, intersectionnalité, décroissance, ce jargon vous dit quelque chose bien sûr. Mais parfois nous utilisons ces mots sans bien savoir ce qu'ils veulent dire. Dans les mots de la science, on revient donc sur l'histoire et le sens de ces mots-clés, avec des chercheuses et chercheurs capables de nous éclairer. L'épisode du jour est dédié au vigilantisme, un anglicisme assez barbare qui désigne pourtant des pratiques anciennes et répandues aux quatre coins de la planète. Elle consiste à s'autoproclamer justicier, voire super-héros, passant à l'action avec violence pour maintenir l'ordre en lieu et place des autorités compétentes. Pour nous en parler en détail, nous recevons donc deux politistes, directeurs de recherche au CNRS, affiliés au Centre de recherche international de Sciences Po, Laurent Gaillet et Gilles Favarel-Garrigue. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez de publier un ouvrage intitulé Fiers de punir, aux éditions du Seuil, qui raconte l'histoire du vigilantisme, mais aussi les multiples déclinaisons de l'autojustice sur lesquelles vous avez enquêté de l'Inde à la Russie en passant par l'Europe et évidemment les réseaux sociaux. C'est bien ce qui fait l'intérêt, la force de ce concept de vigilantisme. Il se réinvente en permanence. Alors, commençons donc par la définition de ce mot. De manière simple, que désigne le vigilantisme, Laurent Gaillet? Alors, le vigilantisme, c'est le recours de la part de citoyens ordinaires à des méthodes violentes, généralement hors du cadre légal, soit pour maintenir l'ordre, ou en tout cas une certaine idée de l'ordre, ou pour punir soi-même les délinquants en réponse à une présumée défaillance des services répressifs. Donc, autrement dit, en fait, il s'agit de mobilisation sécuritaire qui échappe partiellement au contrôle des pouvoirs publics et prétendant être investi d'un mandat populaire, ça c'est essentiel, les justiciers autoproclamés vont violer la loi pour maintenir l'ordre. Alors il faut d'emblée, notamment pour une audience française, dissiper un malentendu, parce qu'il y a parfois une confusion qui peut s'installer dans le vocabulaire entre vigilantisme et vigilance. La vigilance, c'est plutôt ce qui relève des dispositifs de participation citoyenne au maintien de l'ordre dans le cadre de partenariats publics-privés, en particulier dans la lutte antiterroriste, avec ces appels quotidiens qu'on entend dans le métro, appelant à la vigilance de chacune et de chacun. C'est aussi des dispositifs concrets d'implication des populations dans la sécurité publique à travers des dispositifs comme celui des voisins vigilants. Ce dont on parle, nous, le vigilantisme, c'est tout à fait différent dans la mesure où, je le disais, il s'agit d'actions illégales et violentes. Alors, il a une longue histoire, ce mot. Quand est-ce qu'il naît, à vrai dire? Dans quel contexte, Gilles Favarel-Garrigue? Alors, le terme de vigilantisme est en fait issu de l'anglais. Il se diffuse au milieu du 19e siècle aux États-Unis. Il est apparu avant, mais il se diffuse à ce moment-là. En fait, au départ, c'est un terme espagnol. C'est le terme de vigilante, vigilantes, qui est utilisé aux États-Unis pour désigner les justiciers qui, dans le Far West, mais aussi dans d'autres régions des États-Unis, violent la loi pour maintenir l'ordre, c'est-à-dire assument des fonctions policières et justicières en lieu et place de l'État. Il se développe à la fois dans le Far West, mais aussi dans le sud des États-Unis et même dans les grandes villes de l'Est à partir de cette date-là. L'objectif du développement du vigilantisme à ce moment-là, c'est la défense de la propriété, la protection de la communauté contre les agressions étrangères, contre les voleurs, contre ceux qui veulent s'en prendre à l'honneur des familles des possédants. Et c'est pourquoi le vigilantisme aux États-Unis, à la fin du 19e siècle, se confond avec l'histoire du lynchage. À la fin du 20e siècle, on voit un double élargissement. D'une part, le terme se diffuse dans les pays anglo-saxons loin des États-Unis, enfin pas des pays anglo-saxons, pardon, mais des pays où l'usage de l'anglais est important. Et on le voit notamment au Nigeria, en Afrique du Sud, comme l'ont montré les travaux de notre collègue l'historien Laurent Fourchard, mais aussi en Inde. Et donc ce terme se globalise, se mondialise à la fin du XXe siècle. Une dernière extension, c'est aujourd'hui, lorsqu'on parle de vigilantisme numérique, de digilantism, c'est-à-dire d'une forme d'actualisation de ces pratiques policières et justicières en utilisant les ressources des médias sociaux. Vous venez finalement d'y faire référence. Il y a un champ d'études qui existe sur ces pratiques en sciences sociales, en sciences politiques. Vous deux, puisque vous venez de publier un ouvrage, entre autres, sur la question, que vouliez-vous mettre à jour exactement? Que vouliez-vous apporter à ce champ d'études? Alors, vous avez raison, il y a une histoire des travaux sur le vigilantisme. Ces travaux, en fait, émergent essentiellement aux États-Unis à partir du début des années 70 et sont, dans un premier temps, dominés par des historiens américains qui s'interrogent sur la tradition américaine
du vigilantisme. C'est le cas notamment de l'historien Richard Maxwell Brown, qui va vraiment, à travers des travaux fondateurs, inspirer des générations successives de chercheurs. Mais on a, à partir des années 2000, un renouveau de ces travaux dans un double sens. Gilles en disait un mot. Une extension géographique d'abord, avec des travaux qui vont s'intéresser aux occurrences du phénomène hors du cadre américain. Et ensuite, une ouverture disciplinaire avec l'arrivée en force des anthropologues dans ces études sur le vigilantisme à travers des enquêtes ethnographiques approfondies. Et on pense particulièrement aux travaux d'une anthropologue qui nous a beaucoup influencé, Atreyu Sen, une anthropologue britannique d'origine indienne, qui a consacré sa recherche doctorale, puis ses travaux ultérieurs, en particulier à la féminisation du vigilantisme en Inde, notamment dans le cadre d'un bidonville de Bombay, où elle s'est intéressée aux recrues féminines d'un mouvement extrémiste nationaliste hindou, la Shiv Sena. Et ces travaux ont une importance particulière pour nous, parce qu'ils montrent qu'au-delà des causes et des groupes réactionnaires associés au vigilantisme traditionnellement, des groupes doublement dominés, des femmes souvent issues de basse caste, peuvent s'investir dans ces mobilisations justicières et en récolter, en trouver des formes de rétribution ambivalentes en termes de sécurité, voire d'émancipation. C'est bien quelque part ce que vous aviez envie de mettre à jour avec la publication de Fiers de punir, cette globalisation. Qu'est-ce que vous cherchiez à mettre à jour ? Alors absolument, on cherchait d'abord à s'inscrire dans la continuité de ces travaux, dans ce mouvement de renouveau des études sur le vigilantisme, désexceptionnalisant le vigilantisme au-delà du contexte et de l'histoire américaine, en montrant qu'il s'agissait bien d'un phénomène mondial, à la fois dans ses occurrences, mais aussi parfois dans sa terminologie, qu'on retrouve dans d'autres contextes que le contexte américain. Et ce qu'on cherchait à faire aussi, c'était à élargir le spectre de l'analyse au-delà des groupes et des causes réactionnaires traditionnellement associés à ces mobilisations. Donc on voulait aussi s'interroger, sans pour autant les mettre sur un pied d'égalité, parce que c'est pas, ils n'occupent pas une place symétrique dans l'histoire de ces mobilisations, mais on souhaitait en tout cas interroger la possibilité d'une appropriation de la boîte à outils de l'auto-justice par des groupes dominés, ou en tout cas des groupes prétendant agir au nom des dominés pour des causes progressives. All the animals come out at night. Whores, skunk pussies, buggers, queens, fairies, dopers, junkies. Sick, venal. Someday a real rain will come and wash all this scum off the streets. Alors on vient d'écouter un extrait du film Taxi Driver, un film de Martin Scorsese datant de 1976. On y entend Robert De Niro se plaindre de l'état des rues de New York. Je cite, il y a toute une faune qui sort de la nuit, etc., etc. Un jour viendra où une bonne pluie lavera les rues de toute cette racaille. Alors Robert De Niro m'a tout l'air de faire un bon modèle de vigilante, de justicier hors la loi. Au fond, c'est qui le vigilante ? Est-ce qu'il existe un profil type, Gilles Favarel-Garrigue ? Le vigilante, disons que l'archétype du vigilante est un homme blanc réactionnaire et xénophobe. Dans l'histoire du terme, de la manière dont il est employé, c'est ce profil-là qui domine. C'est quelqu'un qui va défendre ses biens, qui va défendre l'honneur des siens et qui est donc associé plutôt à des dominants. Alors certes, Robert De Niro n'est pas un dominant, mais lui, il est plutôt dans la rhétorique selon laquelle il doit s'imposer comme justicier pour nettoyer la ville de ses rebuts, de ses scories. Le terme vigilante est donc associé à des dominants. Il a une charge péjorative qui montre que c'est aussi un outil de domination sociale et raciale. Pour autant, on peut voir également cet outil utilisé par des dominés afin de revendiquer des droits. On le voit notamment dans des quartiers pauvres et relégués de grandes métropoles soumises à la globalisation néolibérale depuis quelques décennies, par exemple en Amérique latine, où le vigilantisme va être une manière de revendiquer des droits face à une police qui s'est absentée de ces quartiers et qui ne fait rien pour y maintenir l'ordre.
Ça nous renvoie donc à la cause du vigilantisme, aux causes que défendent les vigilantes, c'est-à-dire qu'on a à la fois la défense des frontières, la protection des biens, mais aussi la revendication de droits, y compris en lien des fois avec des visées émancipatrices, comme le montrait l'exemple des travaux d'Atrévisen sur l'Inde aujourd'hui. Oui, à vous écouter, j'ai envie de vous demander de préciser, qu'on comprenne bien si vous estimez qu'il y a quand même un déclic, un moment donné où, quel que soit le contexte, le justicier, l'auto-justicier, le vigilante passe à l'action. Qu'est-ce qui motive ce passage à l'action? Alors, il peut y avoir des étincelles qu'on retrouve dans différents contextes. La goutte d'eau proverbiale qui pousse au passage à l'acte. Ça peut être un viol, dans le cas par exemple des lynchages visant les Afro-Américains dans le sud des États-Unis au début du XXe siècle. Donc il y a ces incidents stéréotypés qui causent l'outrage de la communauté, l'enlèvement des enfants, voilà, donc ce type de crime perçu comme abominable dans un contexte historique donné qui assure l'étincelle de la mobilisation. Mais par ailleurs, il est quand même toujours difficile de prédire les conditions de passage à l'acte exact. Et ce qui semble le plus déterminant, c'est surtout l'existence d'une situation d'impunité au moins relative, c'est-à-dire que les participants, avant d'agir collectivement, de punir par eux-mêmes et donc de violer la loi, anticipent les rétributions pénales notamment possibles à leurs actes. Et donc la condition de l'impunité, d'une attitude au moins relativement bienveillante de la police et des services judiciaires est décisive dans le passage à l'acte. On le voit bien d'ailleurs dans l'extrait que vous avez passé de Taxi Driver, c'est-à-dire que les gens qu'il invoque, ce monde de la nuit, c'est des gens qui sont réputés vulnérables. Il est dans la rhétorique du nettoyage. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit chez tous les vigilantés. La volonté de nettoyer la ville, de ses rebuts, de ses scories, que personne ne viendra défendre si elles disparaissent. On sent bien qu'il se joue quelque chose avec le tournant numérique des années 2000. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer ce qui se passe? Qu'est-ce que ça change dans ces manières de se faire auto-justicier, Laurent Gaillet? Oui, alors avant toute chose, il s'agit de ne pas fétichiser les transformations associées à l'ère dite numérique. Les réseaux sociaux n'ont pas inventé la mutualisation de la surveillance, la dénonciation publique ou les spectacles punitifs. Ça, c'est très clair. En même temps, la démocratisation des réseaux sociaux et de leurs usages ouvre de nouvelles perspectives aux justiciers autoproclamés. D'abord, le développement de ces technologies, de ces réseaux sociaux, vient accroître les risques de passage à l'autojustice en soulevant, en colportant des émotions intenses autour d'événements outrageants, scandaleux. Deuxièmement, le développement de ces réseaux sociaux, de ces infrastructures numériques, va accroître la tentation et les possibilités de jouer au détective, soit seul, soit en groupe, avec tous les risques de bavure que ça implique. Un déchaînement de violence. Dans ce campement de Rome de Seine-Saint-Denis, les habitants restent marqués par les événements de la nuit dernière. La nuit, ils sont venus 15 personnes, ils sont venus avec de essence pour y mettre du fou. Ici, ils disent que nous, avec nous, les enfants, ils vont mourir tout de suite. Et à cause de tout le monde. C'est pas normal comme ça. Ça, c'est des racistes. Armés de bâtons et de battes de baseball, de jeunes hommes venus de cités voisines ont terrorisé le campement. Ce qui a déclenché cette violence, une rumeur qui circule depuis le week-end dernier sur les réseaux sociaux. Une accusation de kidnapping d'enfants détaillée. Il y est question notamment de Roumains, d'un camion blanc et d'un enlèvement en plein jour. Alors, l'extrait de reportage que nous venons d'écouter date de 2019, quand des rumeurs de kidnapping d'enfants par des Roms se propagent en Île-de-France et débouchent sur de très sérieuses violences à leur encontre. Est-ce que c'est une illustration de vigilantisme en France? Je me permets de vous le demander. En fait, qu'est-ce qui se passe très concrètement dans notre pays en termes d'auto-justice et en termes de violence de ce genre? Oui, avant de répondre, il faut peut-être essayer de distinguer justement lynchage et vigilantisme. Les deux termes sont assez proches, mais néanmoins un petit peu différents. C'est-à-dire que là, dans l'extrait que vous avez montré, on voit très bien qu'il y avait une dimension assez éruptive,
en lien avec des rumeurs qui s'étaient diffusées sur de prétendus kidnappings d'enfants dans plusieurs points d'Île-de-France. Et il est d'ailleurs frappant de regarder que ce script, que ce scénario se retrouve dans bien des contextes. On voit le même usage des réseaux sociaux qu'on pourrait voir en Mexique, en Inde ou en Île-de-France, avec l'idée que les rumeurs se diffusent dessus, mais qu'aussi on va diffuser ensuite les images des détectives improvisés, la manière dont ils vont suivre des camionnettes pour montrer leurs plaques d'immatriculation, puis les images des passages à tabac des prétendus responsables de ces kidnappings d'enfants. Donc on a ici un script qui est assez globalisé en lien avec des pratiques de lynchage qu'il y a dans le monde contemporain, dans différents endroits du globe. Le lynchage est différent du vigilantisme au sens où le vigilantisme est plus routinier, plus inscrit dans la durée, moins éruptif, que le mode d'action privilégié du vigilantisme, c'est plutôt la patrouille que le lynchage. Il s'agit de neutraliser le délinquant et pas forcément de le mettre à mort. Oui, merci pour ces précisions. Et du coup, me permets de vous reposer la question. Qu'est-ce qui se passe en France? On en est où, finalement? Alors, en matière de vigilantisme, on peut dire que jusqu'à présent, en tout cas, on est plus face à un spectre qu'à un phénomène social avéré. C'est un spectre, c'est-à-dire une menace, un outil d'intimidation, notamment dans des stratégies de mobilisation et d'interaction avec les pouvoirs publics. En d'autres termes, par exemple, lorsque des riverains sont excédés par un problème de sécurité en lien avec la drogue et la prostitution, il peut faire une forme de chantage au vigilantisme par rapport au pouvoir public. Si vous ne faites rien, nous agirons par eux-mêmes. Retenez-nous ou nous fonderons une milice. Ça ne veut pas dire qu'il y a d'immunité française au vigilantisme. Au contraire, on en voit quelques signaux faibles, quelques indices qui peuvent laisser penser que ce phénomène pourrait se développer. On le voit dans le domaine de la lutte contre les immigrés illégaux, et on a vu des exemples à Calais, par exemple, en marge de la jungle, de sortes de groupes d'auto-justice qui essayaient de patrouiller dans les rues pour débusquer les migrants jugés auteurs de criminalité. On le voit dans le domaine de la lutte anti-drogue et on le voit surtout actuellement dans le domaine de la lutte anti-pédophilie. Le combat contre la pédophilie, c'est un combat qui est aujourd'hui assez diffusé, qui permet l'éclosion de justiciers autoproclamés, de justiciers en herbe, qui de chez eux vont s'improviser détectives, vont parfois livrer les personnes à la police, mais parfois les rencontrer eux-mêmes, filmer les interactions dans des parcs, voire leur administrer leur propre peine, par exemple en les ligotant et en appelant les pouvoirs publics. On voit se développer ce phénomène-là et sur ce terreau de la lutte anti-pédophilie, on voit que derrière la cause extrêmement consensuelle de la lutte anti-pédophilie peuvent se manifester des pratiques justement peut-être illégales en lien avec la volonté de détrousser les victimes, par exemple, de se défouler, de se venger de quelqu'un, etc. Donc c'est des choses qu'on voit se développer actuellement en France. Un grand merci, Laurent Gaillet, Gilles Favarel-Garrigue, c'était les mots de la science.